Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a reçu cet après-midi en audience le président de l'Assemblée nationale tchadienne, Dr Haroun Kabadi, qui est venu prendre part à la deuxième session ordinaire dite budgétaire au titre de l'année 2013 de l'Assemblée nationale de notre pays. Il a évoqué avec le président Issoufou la question de la coopération interparlementaire entre les deux pays à sa sortie d'audience. Étant ici, il était tout à fait normal que je vienne présenter mes civilités à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger. Vous savez que la commission mixte Tchad-Niger s'est réunie il y a à peine quelques semaines ici et un accord de coopération a été signé entre les deux pays. Il était tout à fait normal qu'on évoque la question, mais également dans le cadre de la coopération interparlementaire entre les deux assemblées. Nous avons emporté en fait le pas à l'exécutif. Le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, s'est entretenu ce matin avec le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Jean-Pierre Mavango. Une audience à la primature cet après-midi, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a reçu le directeur général du groupe Banque Centrale Populaire, Souleymane Diarra Souba, en compagnie de la directrice générale de la Banque Atlantique du Niger. Le directeur général du groupe Banque Centrale Populaire nous situe l'objet de sa rencontre avec le Premier ministre. Avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avons fait le point des activités et des dernières performances en fait de la Banque Atlantique du Niger. Nous avons donné également quelques informations récentes à Monsieur le Premier ministre sur la bonne santé financière du groupe Banque Atlantique, également du groupe de la Banque Centrale Populaire du Maroc. Et nous avons donné quelques récents chiffres à Monsieur le Premier ministre. Comme indication, nous lui avons indiqué qu'au 30 juin, le groupe Banque Centrale Populaire affichait un total bilan de l'ordre de 30 milliards d'euros et un niveau de fonds propres de l'ordre de 3 milliards d'euros. Tout ceci pour indiquer que la Banque Atlantique du Niger appartient à un groupe qui est solide au niveau financier et qui envoie au Niger à travers le programme de développement économique et social du gouvernement et compte appuyer en fait les autorités au niveau du financement des secteurs prioritaires de l'économie nigérienne, notamment au niveau du secteur de l'agriculture, du secteur de l'énergie et du financement des infrastructures de base. Restons à la primature pour signaler cette réunion hier dans l'après-midi à Niamey du Conseil national du dialogue politique CNDP. Présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, cette réunion avait un seul point à l'ordre du jour, notamment l'élaboration de l'avant-projet de modification de la loi électorale pour introduire le fichier national biométrique. La synthèse avec Hamsat Mahamadou et Sidiko Abdou. Réunie hier sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Brigitte Raffini, cette réunion ordinaire du Conseil national de dialogue politique CNDP s'est ouverte à l'absence des représentants des partis membres de l'opposition regroupés au sein de l'ARN et le parti PJD qui tous ont envoyé une correspondance pour leur refus de participation. Ce deuxième refus de participation de l'ARN aux travaux du CNDP est dû à la présence au gouvernement des membres de l'opposition sans le consentement de cette dernière. Pourtant, la Cour constitutionnelle, saisie depuis le premier refus de l'ARN, a rendu un arrêt selon lequel le président de la République n'est pas lié par l'appartenance ou la coloration politique pour nommer un citoyen au gouvernement. Le représentant du parti Modène FA Lumana s'est lui aussi retiré. Raison avancée, le retrait récent de Lumana du gouvernement et de l'alliance qui soutient la majorité politique. Nous constatons qu'une partie des acteurs n'est pas là. À un certain moment donné, et précisément le 11 mars de cette année, des raisons avaient été invoquées et qui, selon eux, justifiaient leur retrait. Vous venez effectivement de rappeler qu'ils ne sont pas présents parce qu'ils considèrent que certaines de ces raisons ne sont pas encore évacuées. Monsieur le Président, à ces raisons se sont ajoutées d'autres depuis un certain temps. Nous sommes des organisations politiques
je crois qu'il faut faire en sorte, Monsieur le Président, que le CNDP, qui regroupe d'une part les représentants du pouvoir et de l'autre l'intégralité des partis politiques, puisse remplir ces conditions aussi bien dans l'esprit que dans les lettres des textes qui l'ont créé. À Modern Falumana Africa, nous estimons que ces conditions ne sont pas réunies. Il ne saurait y avoir de dialogue politique serein et fécond s'il n'y a pas un minimum de sérénité au niveau de la classe politique nigérienne. Pour le moment, nous estimons que, en tout cas, ces conditions ne sont pas réunies avant l'examen des questions aussi importantes que celle du code électoral, qui renvoie à l'expression du suffrage universel de l'ensemble des citoyens, que des démarches soient entreprises pour que cette sérénité revienne. Le CNDP étant un cadre de dialogue politique de l'ensemble de la classe politique, les 13 représentants des partis non affiliés, eux aussi, ont suspendu leur participation car ils estiment qu'on ne peut parler de dialogue si une partie des membres de cette classe politique continue à boycotter les travaux. Le CNDP est un cadre de dialogue politique inclusif. C'est le cadre qui a permis jusque-là, en tout cas depuis sa création, d'aplanir un certain nombre de divergences et de préoccupations au sein des partis politiques. Il s'est trouvé que la dernière fois que nous nous sommes séparés, il y avait des problèmes avec un groupe de partis politiques, en l'occurrence l'ARN. Notre position était de dire, Excellence, Monsieur le Premier ministre, recherchez la sérénité, voyez comment faire revenir nos camarades dans les rangs. Et sur ce, nous avions dit que nous ne pouvions pas concevoir qu'il y a un dialogue qui exclut une partie des partis politiques. Et c'est sur ce que nous avons décidé de suspendre notre participation. Nous constatons, hélas, que les choses ne se sont pas améliorées. Alors, le groupe des partis non affiliés considère que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils continuent à siéger. Avec pour ordre du jour l'élaboration de l'avant-projet de modification de la loi électorale pour introduire le fichier électoral biométrique, cette réunion du CNDP, malgré le refus de l'ARN et les deux départs, a suivi son cours normal car le Premier ministre, président de ce conseil, a tiré le constat que ces suspensions n'affectent pas le quorum de la réunion, idée soutenue par le représentant de la majorité au pouvoir, MRN. Au niveau de la MRN, nous considérons que toutes les conditions sont réunies pour que le CNDP puisse faire son travail. Il n'y a aucune interdiction vis-à-vis de quelque parti que ce soit pour qu'il participe au niveau des travaux du CNDP. S'il y avait cette interdiction-là, à ce moment-là, on comprendrait que ce problème-là soit posé au niveau de la CNDP. Mais l'accès à la salle est libre. Tous les partis politiques ont eu la convocation, tous les partis politiques ont eu les documents qui doivent faire l'objet de l'examen. Il s'agit simplement d'avaliser ce qui a été fait, d'adopter ce qui a été fait pour que ce texte-là soit envoyé au niveau de l'Assemblée nationale. Quelque part, moi je crois que vu l'importance du sujet que nous devons examiner, comme la question du fichier biométrique, si nous continuons dans cette lenteur-là, si nous continuons à obéir à ce sorte d'humeur-là, on ne s'en sortira pas. L'élaboration de l'avant-projet de modification de loi électorale est un texte en discussion depuis plusieurs sessions du CNDP et le ministre de l'Intérieur a fait ressortir au cours de son intervention l'inquiétude et le grave retard qui risque d'accuser la réalisation du fichier biométrique qui doit servir pour les prochaines échéances électorales. Je voudrais faire observer la situation dans laquelle nous sommes et rappeler quelques principes. La situation dans laquelle nous sommes par rapport aux recommandations sur le fichier biométrique est la suivante, c'est que nous sommes arrivés à la limite du temps où si à cette session-là, la session parlementaire d'octobre, le texte sur le fichier biométrique, la partie fichier biométrique n'est pas adoptée, il sera techniquement impossible pour les prochaines élections d'avoir un fichier biométrique, d'avoir des cartes électorales biométriques. Donc ça, c'est le premier point. Je voudrais quand même faire observer ça pour que les gens le sachent. On est arrivé à cette limite. Et je voudrais aussi faire observer que sur le plan juridique, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, la question de
du gouvernement est réglé par la Cour constitutionnelle. Donc il n'y a pas d'obstacle juridique à cette question-là et ce n'est pas une question de fond sur le plan juridique, donc c'est une question politicienne. À partir de ce moment, donc nous observons actuellement que si nous ne prenons pas ce texte à cette session-là, nous risquons d'être forclos par rapport aux fichiers biométriques. Donc ça, première contrainte pour le gouvernement. Deuxième contrainte, c'est que, il faut le savoir, dans le principe, le CNDP a été créé pour organiser les consensus au niveau de la classe politique sur certains projets de loi qui doivent, notamment les projets de loi relatifs aux élections. Le CNDP est né de cela. Mais le CNDP n'est pas un organe délibérant, ce n'est pas l'organe qui décide, qui adopte les lois. Le CNDP n'est pas dans la chaîne législative. C'est juste un mécanisme que la classe politique nigérienne a trouvé pour qu'en amont, y compris les partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée, puissent donner leur point de vue sur les projets de texte, sur les projets de loi qui les concernent, parce qu'il s'agit des projets de loi électorale. Donc ça nous permet de déblayer le terrain avant le Parlement, mais le gouvernement peut bel et bien introduire des projets de texte à l'Assemblée nationale, étant entendu que c'est là où se trouve la représentation nationale, où la diversité politique, et par un vote, les textes sont adoptés. C'est quand même ce principe, je voudrais le rappeler pour que tout le monde soit... Il ne faut pas croire que parce qu'un texte n'est pas passé par le CNDP, il n'a pas de légalité ni de légitimité. Donc là, je pense que pour ceux qui sont ici, moi, ce que je souhaite au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est qu'ici, on contribue à enrichir le texte, étant entendu que nous avons la limite de temps pour que le texte là soit adopté, afin de pouvoir faire face aux recommandations, notamment avoir à notre disposition un fichier biométrique pour améliorer la qualité de nos élections et pour être au standard international. Jusqu'ici, nous avons fait des bonnes élections. Il ne faut pas qu'on recule parce qu'il y a obstruction. Je considère que ça, c'est de l'obstruction. Les travaux se sont ainsi poursuivis où le texte a été discuté et amendé. L'ensemble des points objets de nos discussions ont débouché sur des conclusions consensuelles qui ont fait en tout cas l'objet d'une grande analyse et vous êtes tombés d'accord en tout cas sur les différentes propositions, les différentes conclusions qui se résument autour des 3 points. D'abord au niveau du secrétariat général de la CENI. Je pense que là, quelques légers amendements ont été apportés à la formulation qui était contenue dans l'avant-projet pour faire en sorte que, effectivement, au niveau du secrétariat général, on puisse disposer de cadres à la hauteur de cette mission. Il s'agit de cadres A1 ou équivalent, ou de niveau équivalent. La question de la composition du comité du fichier électoral biométrique également a été l'objet d'un consensus, notamment en ce qui concerne la composition de ce comité. Vous avez estimé à juste titre qu'il s'agit d'abord d'un comité technique qui doit à ce titre être assez léger, donc pas trop de membres, et créer un conseil national du fichier national biométrique de manière à ce qu'il puisse suivre et valider les travaux du comité technique. Donc je pense que là il s'agit d'une véritable avancée dans ce débat concernant la participation des partis politiques aux travaux du comité technique, du comité du fichier national biométrique. La question de la diaspora, je pense que là également vous êtes en accord avec les propositions qui sont au niveau qui ont été inscrites sur ce texte quant à la prise en compte du vote des Nigériens à l'extérieur et à la création de circonscriptions électorales
à l'extérieur afin de représenter les Nigériens de l'étranger à l'Assemblée nationale. Je pense que là, il s'est agi véritablement de questions concrètes et pratiques sur lesquelles vous avez tiré des conclusions claires, avec une vision claire. Notez que ces conclusions seront transmises au gouvernement puis à l'Assemblée nationale pour adoption. Une invitée sur ce plateau, nous recevons ce soir Madame Trapsida Fatouma Mamadou. Elle est la fondatrice de l'École supérieure d'administration et de gestion des entreprises ESAGE. Avec elle donc, nous allons parler de son école et des motivations qui l'ont amenée à créer cette école. Bonsoir Madame. Le temps de signaler que le Conseil supérieur de la communication a procédé ce matin à l'installation officielle du comité de répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2012. C'est le président de la dite institution qui a présidé la cérémonie, Sani Issoufou et Maria Madakou. Fixer les barrières de la répartition du fonds d'aide à la presse, étudier les 53 dossiers de demande de subvention, les classer par besoin et sélectionner les plus méritants, ce sont là, entre autres tâches, assignées à ce comité mis en place dans le cadre de la répartition du fonds d'aide à la presse de l'année 2012. En procédant à l'installation officielle de ce comité, le président du Conseil supérieur de la communication a exhorté les différents membres à examiner minutieusement les dossiers soumis à leur appréciation. Avant de vous envoyer à l'exercice de vos attributions, je voudrais tout simplement attirer votre attention sur le traitement des dossiers qui sont déposés auprès de notre institution. À partir du moment où des critères ont été définis, la première des choses, c'est de veiller au respect strict de ces critères. Le fonds d'aide à la presse n'est pas un fonds de charité. C'est un fonds qui a une mission bien précise. Et il faudrait que ceux qui vont en bénéficier puissent remplir les critères édictés par le décret. Il faut également faire preuve d'équité dans le traitement des dossiers. Les mêmes règles doivent être appliquées à tous les requérants. Il faut aussi travailler dans la transparence et dans la collégialité. Le Conseil supérieur de la communication attend de vous également un rapport de qualité qui va faciliter, de par donc sa qualité, l'examen et l'adoption par la plénière. 200 millions de francs CFA seront répartis entre les différents organes de presse. En procédant à la clôture officielle de l'atelier sur la gestion et la prévention des conflits ruraux à Maradi, le secrétaire général du gouvernement, Dr Gandou Zakara, a évoqué un certain nombre de vertus que les magistrats doivent mettre en avant pour apporter des changements conséquents dans la résolution des conflits ruraux, suivant le secrétaire général du gouvernement. Avant-hier, avant que je vienne, le premier ministre chef du gouvernement m'a donné l'autorisation, par exemple, de recruter 3 conseillers supplémentaires pour renforcer les 3 sections essentielles du contentieux de l'État, qui sont le secteur des accidents de la circulation, des véhicules publics, dont on sait avec quelle légèreté ils sont conduits à faire des accidents parce que c'est l'État qui assure que les gens font ce qu'ils veulent. Eh bien, il y aura un inspecteur qui va épauler les inspecteurs pour suivre partout où c'est l'administration qui est fautive, où c'est le chauffeur qui est fautif. Si l'État paye, qu'il soit sûr que le fautif là, on va faire une action réclusoire contre lui, il va payer. L'argent public est extrêmement important pour que nous ne nous permettions pas de le jeter par la fenêtre. On a des enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école parce qu'il n'y a pas de classe. On ne peut pas se permettre de blaguer avec l'argent public. Il y a des dispensaires sans comprimés. On ne peut pas se permettre de jouer avec les biens publics. Et on va traquer ce mauvais fonctionnement de l'administration là, Inch'Allah.
Le deuxième inspecteur va s'occuper de tout ce qui est contentieux de l'État. L'État dans ses activités, il cause de dommages aux citoyens. Si ces dommages sont réels, c'est l'État moderne, c'est l'exigence de l'État moderne qui veut que l'État paye. L'État est au service des citoyens, il n'est pas là pour les embêter. Si son action crée des dommages, il faut qu'il paye. Mais il est hors de question que par des combines ou par des actions, je ne sais pas, à l'emporte-pièce, on fasse payer n'importe quoi à l'État. Aujourd'hui, cela se passe ainsi. Eh bien, l'État payera ce qu'il doit payer, et là où il ne doit pas payer, il ne payera pas. Et celui qui est responsable va payer dans sa poche. Juridiquement, c'est possible, et on va implanter toutes ces actions-là. Le troisième inspecteur qui va venir renforcer le fonctionnement du contentieux de l'État, c'est celui qui va nous aider à éplucher tous les rapports d'inspection des finances, d'État qu'on nous envoie pour débusquer. Pendant toutes ces années, en tout cas, tout ce qu'on a trouvé, nous allons l'éplucher. Et les suites juridiques normales seront conduites. Et ça, c'est un engagement fort du président de la République, du Premier ministre. Il n'y a pas une semaine, tout cela a été rappelé. Pour vous dire que l'engagement pour faire de la bonne gouvernance, toutes ces questions-là, elle est renouvelée et on nous a donné les moyens. En tout cas, notre partition, nous allons la jouer jusqu'au bout. Fin donc hier à Maradi sous la présidence du secrétaire général du gouvernement de cet atelier de renforcement des capacités des chefs traditionnels, des responsables territoriaux de la gendarmerie et de la garde nationale ainsi que les magistrats des régions d'Agadez, d'Ifa, Maradi et Zender sur la gestion et la prévention des conflits liés aux fonciers. Compte rendu Adine Al-Galas et Maman Oumar. L'atelier de Maradi qui a duré 2 jours aura permis aux participants de mieux maîtriser la complexité des problèmes fonciers sur la base d'une démarche qui a comporté 4 points, à savoir la problématique foncière en général au Niger, la problématique foncière pastorale au Niger, la vision de la problématique foncière par la chefferie traditionnelle et enfin les principes d'orientation du code rural. Les 4 thèmes en question ont fait l'objet des échanges et débats très riches, aussi bien en groupe qu'en plénière. Aussi ressort-il que des contributions et enrichissements multiples démontrent tout l'intérêt et la pertinence du sujet et la ferme volonté des participants à s'engager résolument dans une nouvelle dynamique au service exclusif de l'intérêt général. Toutes choses ayant suscité la formulation par les participants d'une série d'importantes recommandations. 1. Encourager le règlement des litiges relatifs aux dégâts surfaits par les chefs traditionnels. 2. Encourager la création d'un fonds spécial destiné à préfinancer sous forme d'avance la répartition des dégâts champêtres. 3. Fixer les frais de gardiennage à des montants raisonnables, notamment en faisant recours aux coutumes locales de leur évaluation. 4. Vulgariser tous les textes relatifs aux conflits ruraux et veiller à leur application stricte par les différents acteurs. 5. Créer un cadre de concertation entre les différents acteurs de la gestion des conflits ruraux. 6. Créer des conditions favorisant le maintien sur place de nos pasteurs, entre parenthèses, sécurité, disponibilité du bâtirage et reboisement des espaces pastoraux. 7. Accélérer le processus d'élaboration du schéma d'aménagement foncier. 8. Mettre à la disposition des juridictions les moyens nécessaires aux activités entrant dans le cadre de la prévention et la gestion des conflits. Fait à Maradi le 2 octobre 2013, l'atelier. Il faut noter que le secrétaire général du gouvernement, Dr Gandou Zakara, s'est engagé à tout mettre en œuvre pour l'aboutissement de ces recommandations avant de relever pour chacun des acteurs les éléments sur lesquels portera l'évaluation du présent atelier. Atelier qui a également enregistré des témoignages édifiants des honorables sultans du Gobur, du Katsina et du Damagaram. Ils ont en effet, après avoir rappelé la mission et les exigences de la fonction des chefs traditionnels, partagé avec les participants les initiatives louables mises en œuvre dans leur entité pour mieux prévenir et gérer les conflits ruraux. Signature de convention ce matin à Niamey au ministère de la Justice entre l'ONG internationale Save the Children et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Marou Amadou. Ce protocole permettra de renforcer la coopération de Save the Children et le gouvernement du Niger dans la protection des droits des enfants. Les détails avec Joari Isiaka et Sidiko Abdou.
Cette convention consacre une collaboration et une contribution aux efforts des uns et des autres pour la réalisation du droit des enfants, du droit à la protection de l'enfant au Niger. Save the Children souhaite à travers cette convention poursuivre son programme protection de l'enfant. Save the Children collabore depuis plusieurs années avec le ministère de la Justice, notamment dans le cadre de son programme de protection de l'enfant, mené en partenariat avec le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et Protection de l'enfant, ses directions régionales et les services qui y sont attachés, les services éducatifs, judiciaires et préventifs. Pour le ministre de la Justice, ce protocole cadre parfaitement avec la politique du ministère de la Justice. Je me réjouis que Save the Children International s'engage à soutenir les initiatives du ministère de la Justice, notamment en matière de mise en œuvre des orientations de notre politique nationale de justice et de droits de l'homme. Le soutien du ministère de la Justice à la sensibilisation des communautés en matière de protection des enfants, l'appui technique à la mise en place de services sociaux des tribunaux de grande instance, le soutien aux efforts du ministère de la Justice dans sa politique de réinsertion des mineurs et de travail d'intérêt général. Au terme de mon allocution, je voudrais vous assurer que le ministère de la Justice sera disponible, ouvert et réactif dans la mise en œuvre des termes de cet accord qui me tiennent particulièrement à cœur. Je vous remercie. Les deux parties se sont félicitées et s'engagent respectivement à renforcer leur partenariat en travaillant ensemble. Parlons enseignement à présent. Poursuivant son séjour dans la région de Maradi, la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a effectué hier plusieurs visites dans 4 communes du département de Madaroufa. Compte rendu Kasmoutari et Hassan Abdou. Cette série de visites de la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion de langues nationales et de l'éducation civique s'inscrit dans le cadre du suivi et de contrôle afin de constater de visu l'effectivité de la rentrée scolaire 2013-2014, un vœu cher au président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Madame Ali Mariam Alhaji Ibrahim, qu'accompagne le gouverneur de la région de Maradi, Amadou Babale, son directeur de cabinet, Mohamed Sedou, le premier vice-président du conseil régional, Mohamed Seraj Moussa, le préfet de Madaroufa et les 4 techniques centraux et régionaux, a visité plusieurs établissements scolaires dans les communes de Sarkinyama, Safou, Jiratawa et Daïssa. Au niveau de toutes ces localités visitées, la délégation ministérielle a eu droit à un accueil chaleureux de la part des populations, preuve de leur reconnaissance et de leur soutien aux autorités de la 7e République pour tous les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour l'école nigérienne. Occasion saisie par la ministre Ali Mariam Alhaji Ibrahim pour leur présenter les salutations fraternelles du président de la République, chef de l'État, ainsi que celles du Premier ministre, chef du gouvernement Birji Rafini. De l'école primaire du village de Sarkinyama à celle de Douzimbégoua, Bakosa, dans la commune rurale de Daïssa, en passant par celle de Safo Quartier et Jiratawa, la ministre a constaté de visu que la rentrée est effective. Mieux, tous les enseignants sont au niveau de leur poste. Pour une première fois au Niger, les manuels disponibles et distribués aux élèves, ce qui a permis déjà le démarrage de cours. La ministre a saisi cette opportunité pour s'adresser aux élèves. Le jour de la rentrée, nous sommes venus vous voir dans quelles conditions vous allez commencer l'année, comment vous allez travailler. Et nous voyons que vous avez déjà eu les livres, que vous avez eu les cahiers. Donc cela signifie que vous allez bien travailler. Vous avez votre enseignant, vous avez une belle classe. Donc tout est réuni pour que vous puissiez bien travailler, n'est-ce pas? Et ce qu'on attend de vous, c'est d'apprendre vos leçons, de suivre les cours, de bien travailler. Madame Ali Mariama a par la suite tenu à remercier les maires de communes de Sarkinyama et d'Issa pour avoir pris en charge le financement de construction des classes en matériaux définitifs dans leurs communes respectives, et cela sur fonds propres. Toujours dans la commune de Safou, la ministre a procédé à la réception d'un bloc de 3 classes construites sur le budget de l'État avant d'être reçues par le gouvernement scolaire du village. Il s'agit là d'une organisation interne pour les élèves afin de prendre en charge les problèmes de l'école conjointement avec les parents et les enseignants. L'équipe gouvernementale dirigée par un Premier ministre est composée de 10 membres. Je suis le Premier ministre. Notre mission est d'améliorer l'école pour tous les enfants. Nous travaillons avec les enfants, les enseignants, les parents d'élèves, les autorités, partenaires techniques et financiers et branches de
Je suis le ministre de la discipline scolaire. Mon ministère veille au respect du règlement intérieur de l'école, au respect des enseignants, au respect entre élèves, pas de bagarres. Le conseil de discipline implique une amende au contribuable. Il n'est au-dessus de la loi. À toutes ces étapes, la ministre de l'enseignement primaire, le gouverneur de la région et le premier vice-président du conseil régional sont intervenus qui pour noter les efforts déployés par l'État et ses partenaires cette année pour l'école, qui pour demander aux autorités administratives, coutumières et les conseillers afin qu'ils soient les acteurs de la sensibilisation des parents, les acteurs de la construction des classes, les acteurs de la qualité des prestations des élèves, qui encore pour lancer un appel à tous les syndicats pour la paix sociale à l'école et pour la quiétude de l'apprentissage. La ministre a souhaité de tout cœur que cet appel soit entendu et concrétisé pour que cette année scolaire soit une année de 9 mois d'apprentissage sans perturbation aucune. À l'école Bakosa, dans la commune de Naïssa, la ministre a tenu là également à remercier très sincèrement au nom des autorités de la 7e République, le chef du village et Alhaj Lawal Garba, opérateur économique, pour avoir pris l'initiative de mettre, et cela gracieusement, à la disposition des autorités locales, un terrain qui abrite actuellement l'école. Maradi toujours, fin ce matin de la mission de la ministre de l'enseignement primaire, Mme Ali Mariam El-Haj Ibrahim, a effectué plusieurs visites dans la commune urbaine de Maradi avant de rencontrer tous les acteurs de l'école et présider une réunion de synthèse. Très satisfaite de ce que nous avons constaté sur le terrain et qui assure de l'effectivité de la rentrée en date du 1er octobre. Nous avons constaté que tous les élèves sont là, les enseignants sont là aussi. Tous les matériels que nous avons prévus pour ces écoles ont pu être acheminés. En tout cas, la rentrée est effective. Et le deuxième point, ce sont les visites que nous avons effectuées sur les chantiers. Et là aussi, nous avons constaté avec satisfaction, en tout cas, la plupart des chantiers sont en train d'être réceptionnés ou sont réceptionnés. Donc, ces classes seront opérationnelles cette année. Et celles qui ne sont pas encore achevées, car les entrepreneurs ont pris l'engagement de les terminer à temps. Et le troisième point, c'est la rencontre que nous avons eue avec tous les responsables des structures déconcentrées du ministère, le directeur régional, le DG de l'ENU, tous les inspecteurs de l'enseignement du cycle de base 1, du franco-arabe, de l'alphabétisation. Et nous avons eu des échanges sur un certain nombre de points relativement aux dispositions qu'il faut prendre pour assurer un bon déroulement de cette année scolaire. Et parmi ces points, nous avons parlé de la gestion saine et transparente de toutes les ressources qui seront mises à leur disposition, de la gestion des ressources humaines, notamment les enseignants contractuels. Et nous avons également parlé de la formation continue et de l'encadrement des enseignants. Nous avons décidé d'améliorer les dispositifs afin d'assurer un encadrement de proximité pour assurer la qualité de l'enseignement. En tout cas, nous repartons très satisfaits de cette mission et nous souhaitons une bonne année scolaire à tous ces acteurs de l'éducation. Toujours ce matin, avant de quitter la région de Maradi, la ministre de l'enseignement primaire, qu'accompagnent les autorités administratives de la région, a rendu une visite de courtoisie au sultan de Katina, El-Haj Alizaki, et le sultan du Gobir, El-Haji Bala Marafa. A noter au sultanat de Katina ce matin la présence du chef de canton de Myria, El-Haji Moutar Moussa. Et comme annoncé, nous avons une invitée sur ce plateau. Nous recevons ce soir Mme Trapsida Fatima Mamadou. Elle est la fondatrice de l'École supérieure d'administration et de gestion des entreprises ESAGE. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et veuillez vous présenter aux téléspectateurs avant de présenter votre parcours. Bon, je m'appelle Mme Trapsida Fatima Mamadou. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Je suis enseignante permanente de l'ENAM à la retraite. Et c'est suite à ma retraite que j'ai décidé de créer l'École supérieure d'administration et de gestion des entreprises, ESAGE. Pouvez-vous présenter l'ESAGE à cette école dont vous êtes la fondatrice aux téléspectateurs? Bon, l'ESAGE, donc École supérieure d'administration et de gestion des entreprises,
est une école qui a vu le jour en octobre 2012, qui a reçu donc son agrément le 10 octobre 2012 et qui a pour mission d'abord la formation initiale dans les disciplines d'administration et de gestion et la formation continue en cours du soir des mêmes disciplines, le perfectionnement et le recyclage des agents, des entreprises et des organisations, et l'organisation des séminaires et d'ateliers et de recherche organisationnelle. Donc voilà un peu les missions de l'ESAGE. Et l'ESAGE prépare au BTS d'État pour les filières de comptabilité et gestion des entreprises, finance, banque, gestion commerciale, assistanat, disons, secrétariat de direction, communication des entreprises. Et nous faisons aussi un BTS en gestion des collectivités. Maintenant, au niveau des licences et masters, nous reprenons les mêmes disciplines et nous préparons les licences et masters de ces différentes disciplines. On y ajoute aussi la gestion des projets, la gestion des ressources humaines et l'assistanat de direction bilingue. Alors, Madame la fondatrice, quelles sont les motivations qui vous ont amené à créer cette école? Bon, vraiment, je suis venue à l'enseignement par vocation. Au moment où il fallait faire le choix pour aller à l'université, j'avais dit que je voulais enseigner, mais je voulais enseigner à l'ENA. C'est ainsi qu'on m'a envoyé en Belgique pour préparer une maîtrise en administration des affaires. C'est les maîtrises qui se préparent en 5 ans. Bon, par la suite, j'ai voulu faire un doctorat, mais j'ai juste pu faire le DEA en analyse industrielle à Montpellier. J'ai été rappelé. Donc, la thèse est encore en train de dormir dans un tiroir. Bon, donc disons que je suis venue à l'enseignement vraiment par vocation. Et vraiment, j'ai fait l'enseignement professionnel, je l'ai pratiqué et je peux dire que j'ai été comblé. Parce qu'il m'a permis non seulement d'enseigner pendant 20 ans d'affilée, mais après ces 20 ans-là, d'aller voir ailleurs, si on peut dire. Parce que je voulais savoir si réellement, en plus d'enseigner là, j'avais d'autres compétences. C'est ainsi que pendant 10 ans, j'ai été faire 3 ans et demi à SOS Village d'enfants. J'ai été dans l'administration en tant que ministre. Et puis après, j'ai encore été nommé à la maternité Isaac Gazovi. Donc j'ai fait l'enseignement, j'ai pratiqué la gestion. Et maintenant, à ma retraite, je me suis dit, j'ai emmagasiné beaucoup de compétences, d'expériences. Je ne peux pas garder ça pour moi. Parce que l'État a fait beaucoup de choses pour nous, en tout cas pour les gens de notre génération. On doit tout à l'État. Il faut bien que, en plus du travail qu'on a fait, qu'on puisse aider maintenant nos enfants pour forger leur destin dans la vie. Et l'ESAGE, n'est-ce pas une école de plus dans le paysage des écoles privées? Bon, je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que l'ESAGE est une nouvelle école avec une philosophie propre d'encadrement de qualité, qui a des professeurs qui connaissent l'administration, qui ont l'expérience de l'enseignement, en tout cas qui connaissent bien leur domaine et qui pourront bien encadrer les enfants. Un encadrement de qualité pour produire l'excellence. C'est pour ça que je ne dirais pas que c'est une école de plus. C'est une nouvelle école. C'est vrai qu'il est très jeune, mais on dit chez nous, la valeur n'attend pas le nombre des années. Mon mot de la fin, c'est que l'ESAGE fera un encadrement de qualité, de proximité, et l'ESAGE, je suis convaincu, s'il plaît à Dieu, sera l'excellence des écoles privées.
Merci Madame la fondatrice et restez avec nous pour la suite de cette édition. Je rappelle donc que nous venons de recevoir Madame Trapsida Fatima Mamadou, fondatrice de l'École supérieure d'administration et de gestion des entreprises ESAGE. Suite de cette édition, la rentrée scolaire à l'INJS a été marquée ce matin par une rencontre présidée par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a lancé les travaux d'élaboration des guides monographiques et de mémoire, une formation ouverte aux enseignants de l'INJS. Le compte rendu de Mohamed Djengare et Mahamadou Adam. L'Institut national de la jeunesse et des sports a marqué le début de l'année académique par la tenue ce matin de cette rencontre sous la présidence du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports représentant le ministre Abdul Karim Damala. Une rentrée scolaire effective à l'INJS en témoigne la présence des élèves et étudiants et du corps professoral. Cette rentrée coïncide avec cette formation destinée aux enseignants chargés de cours axés sur l'élaboration de monographies et mémoires. Le directeur général de l'INJS, Ide Moussa, estime que ce travail est important pour son institut. Il y a un vide dans l'élaboration de certains documents que les étudiants ont l'obligation de produire. Il s'agit de monographie et de mémoire, mais malheureusement, il n'y a pas de canevas d'élaboration de ces documents. Donc, pour combler ce vide, au niveau de l'administration de l'INJS et du corps professoral, on a estimé quand même qu'il faut cet outil-là. En procédant à l'ouverture des travaux, le secrétaire général Hamad Diallo a remercié au nom du ministre l'équipe d'encadrement pour le travail fait. Un travail à mettre. Le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zataou Ali, a effectué hier une visite sur le chantier des travaux de construction de la route Bela-Gaya, confiée au groupement d'entreprises Oka Sagba TP. Il ressort de cette visite que les travaux avancent lentement et les responsables du chantier demandent un autre délai supplémentaire de 9 mois pour achever les travaux d'ici fin juin 2014. Compte rendu Ali Hashimou et Mor Abdou. C'est sa deuxième visite en moins de 2 semaines au niveau du chantier des travaux de construction de la route bitumée Bela-Gaya, longue de 80 km, où les travaux ont été confiés au groupement d'entreprises Oka Sagba TP. Cette visite inopinée du gouverneur de la région de Dosso lui a permis de constater que les travaux avancent très lentement malgré la promesse faite au ministre de l'équipement lors de sa récente visite sur les lieux. Au niveau de la base vie de Malgourou, les responsables du chantier ont expliqué qu'ils ont été confrontés à plusieurs difficultés. La première est liée à une rupture de carburant, ce qui a démobilisé les agents pendant 4 jours. Au niveau de la centrale de Ouna, la deuxième machine de concassage, censée faire le gros du travail, est également en panne. Autre préoccupation soulevée, c'est que les matériels tombent fréquemment en panne. Pour avoir d'amples explications sur le déroulement des travaux, le premier responsable de la région de Dosso, le gouverneur Seydou Zataou Ali, a rencontré le personnel du chantier pour faire un tour d'horizon de la question. Toujours dans la commune urbaine de Gaya et après une pluie qui s'est abattue dans la zone, la délégation a visité 2 gros ouvrages. Il s'agit de 2 ponts en construction qui, malgré les retards évoqués, les travaux sont bien exécutés. Au terme de toutes ces visites, quelles conclusions peut-on tirer? Écoutons à ces propos le gouverneur de la région de Dosso. La première fois, nous étions avec le ministre de l'équipement. Cette fois-ci, je suis venu voir par rapport à notre dernière visite quel est le taux d'avancement de cette route. Comme vous le savez, les travaux avancent, ça avance bien, mais ça avance lentement. Ce qui fait que le taux n'a pas beaucoup évolué par rapport à notre dernière visite. Nous comprenons cela parce que l'entreprise chargée de réaliser ces travaux rencontre quelques difficultés d'ordre matériel et de gestion, ce qui fait que les travaux avancent très lentement. Bon, d'ici juin 2014, ça c'est eux qui l'ont avancé comme ça. Nous pensons qu'on ne doit pas aller jusqu'à cette date-là parce que déjà il y a un retard qui a été accusé dans l'exécution. S'il faut aller encore à cette date-là, ça sera un peu trop. Effectivement, l'usine de concassage que nous venons de visiter aussi, nous avons trouvé qu'il y a une nouvelle machine qui est mise en place, qui est installée. Il reste maintenant la mise en marche de cette machine-là. Et nous pensons avec la mise en marche de cette machine que les travaux vont prendre encore un rythme un peu plus ou moins accéléré.
Maintenant, par rapport au manque de carburant et autres, bon, ça c'est un problème de gestion et je pense qu'ils vont y remédier très rapidement. Inch'Allah, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président Issoufou Mahamadou et le premier ministre Brigitte Rafini sont en train de tout mettre en œuvre pour que cette route soit réalisée dans un bref délai. Retour à Niamey où le ministère de la Justice, en partenariat avec l'Institut danois des droits de l'homme, organise la 5e session de formation des magistrats en droits de l'homme. Cette formation concerne les nouveaux magistrats. Compte rendu Sen Soumaïl Ibrahim et Akoti Waglassan. La présente cérémonie a pour objet la formation des magistrats sur la 2e édition du Manuel des droits de l'homme à l'usage des magistrats du Niger. Et cela fait 4 ans que l'Institut danois des droits de l'homme organise ces formations avec l'appui du ministère de la Justice et des experts nationaux. L'approche de l'Institut danois des droits de l'homme, à travers ce type de formation, est de renforcer le magistrat afin que ses décisions qu'il va rendre répondent aux attentes des justiciables nigériens. Car ces attentes et défis sont multiples en regardant de près les recommandations issues des États généraux de la justice tenus en novembre 2012 à Niamey. C'est donc pour que les magistrats ne se retrouvent pas en marge de la dynamique des droits de l'homme que le ministère de la Justice a sollicité l'appui technique de l'Institut danois des droits de l'homme pour le renforcement de leurs capacités, afin qu'ils prennent mieux en compte les droits de l'homme dans leurs activités. Source juridique des droits de l'homme au Niger, les principes fondamentaux pour l'administration de la justice, la protection des droits et libertés par le magistrat, les dérogations, la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels, les systèmes national, régional et international de la protection des droits de l'homme et enfin la coutume et les droits de l'homme. Ces sessions ont déjà touché à la date d'aujourd'hui 125 magistrats, tous grades confondus. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier régional de formation sur les analogues climatiques et l'approche ferme du futur, qui sont des outils servant à améliorer la capacité d'adaptation aux effets des changements climatiques en Afrique de l'Ouest. Cet atelier vise à outiller les participants à mieux identifier, développer et mettre en œuvre au niveau local des stratégies et options d'adaptation susceptibles de renforcer la résilience du secteur agricole au changement climatique. Compte rendu Sekinat Abdou et Askou Jibrilla. Cet atelier est organisé par l'Institut du Sahel en collaboration avec le Programme sur le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire, CECAF, et le Centre régional de l'Agrimet. Ils entendent à travers l'organisation de cet atelier faire des méthodes du CECAF des outils majeurs de capitalisation et de transfert de technologie dans un contexte de changement climatique et de vulnérabilité de l'agriculture. Cette rencontre permettra de renforcer les capacités des acteurs techniques qui appuient les producteurs ruraux afin de mieux former et informer ces derniers aux effets du changement climatique. Le programme de recherche du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, CGR, sur le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire, CECAF, est un nouveau programme qui vise à surmonter les menaces imposées par le changement climatique afin d'atteindre la sécurité alimentaire, améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et la gestion des ressources naturelles. On constate que plus de 50% de la population rurale est confrontée à une vulnérabilité liée aux effets des changements climatiques. Et on constate également qu'il y a des populations qui disposent de techniques, de pratiques, par exemple le Tassa, par exemple les demi-lunes, qu'on connaît bien, mais d'autres encore qui ont souffert il y a 30 ans et qui ont apporté des solutions. Il s'agit pour nous d'aller vers les populations, les sites qui n'ont pas eu l'avantage d'être confrontés à cette situation grave il y a 30 ans. Les acquis de cet atelier, selon le secrétaire permanent du SILS, représentent une opportunité réelle pour juguler la vulnérabilité structurelle qui menace notre agriculture. Le Niger, qui accueille cet atelier de formation, est régulièrement soumis aux impacts négatifs des changements climatiques. Pour faire face à cette situation,
les autorités de la 7e République ont décidé, dans le programme de renaissance pour le Niger, de mettre en œuvre l'initiative 3e, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui met un accent particulier sur l'amélioration de la résilience des populations nigériennes face aux crises. L'Institut du Sahel, INSA, est un outil de coopération régionale en matière de recherche agricole en Afrique de l'Ouest. Le présent atelier a regroupé les participants du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger, du Mali et du Sénégal, tous membres du SILS. Poursuite à l'intérieur du pays de la tournée du président de la Croix-Rouge nigérienne, Ali Bandjari était hier à Agadez dans le cadre de la campagne nationale sur la protection de l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge au Niger. Il était en compagnie du chef de délégation du comité international de la Croix-Rouge au Niger, les détails avec Binta Amadou et Malik Abdrahman. Le président de la Croix-Rouge nigérienne, M. Ali Bandjari, séjourne dans la région d'Agadez dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la protection de l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge au Niger. En effet, Agadez est la 6e étape de cette campagne après Tawa, Dosso, Tilaberi, Difa et Zender. Dans l'allocution qu'il a prononcée lors d'une rencontre avec les agents de la Croix-Rouge et les volontaires des différents départements de la région d'Agadez, M. Ali Bandjari a dit que l'étape d'Agadez fait suite à la tournée entreprise l'année dernière au niveau des comités régionaux sur la loi relative à la protection de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge dans notre pays. Elle fait suite aussi aux séances de sensibilisation aux forces de défense et de sécurité, aux professionnels de la santé, aux tradithérapeutes et aux responsables régionaux de la Croix-Rouge. M. Ali Bandjari d'ajouter qu'elle intervient aussi dans un contexte particulier caractérisée à travers le monde par des conflits armés et enfin elle intervient 7 ans après l'adoption et la promulgation de la loi numéro 2006-19 du 21 juin 2006 relative à la protection de l'emblème Croix-Rouge et Croissant Rouge et après 149 ans de l'adoption de la Croix-Rouge sur fond blanc comme emblème distinctif et protecteur de notre mouvement. Enfin, le président de la Croix-Rouge nigérienne de noter la cérémonie d'aujourd'hui entend familiariser les membres des sous-comités régionaux sur le contenu de la loi sur la protection des emblèmes et entend avec l'État protéger désormais ces signes qui, en temps de conflit armé, sont la manifestation visible de la protection accordée par les conventions de Genève. Monsieur Ali Bandjari. Dans notre pays, c'est avec la création de la Croix-Rouge nigérienne, le 13 juillet 1963, elle-même héritière d'une section de la Croix-Rouge française, que la Société nationale a réellement commencé à utiliser l'emblème de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, elle est présente dans les 8 régions et dispose de plus de 10 000 volontaires. Cependant, pour mieux exercer ses activités et protéger ainsi l'emblème de toute utilisation abusive, l'État du Niger a adopté et promulgué une loi relative à l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge au Niger. Au terme de cette loi numéro 2006-19 du 21 juin 2006, nul ne doit désormais faire usage de l'emblème au nom de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge sans avoir été autorisé par les dispositions de cette loi. L'emblème de la Croix-Rouge, celui du Croissant Rouge, ainsi que les noms Croix-Rouge et Croissant Rouge sont donc protégés en République du Niger. Il est à noter que M. Ali Bandjari est accompagné dans son déplacement du chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge CICR au Niger, M. Jean-Nicolas Marty. Lancement hier après-midi à Difa des manifestations de la Journée mondiale de la contraception, compte rendu Abdrahman Boukari et Abdrahman Mas. La célébration de la Journée mondiale de la contraception édition 2013 intervenue hier après-midi à Difa s'est déroulée sous la présidence du gouverneur de la région, M. Yacouba Soumana Gao. Entre autres objectifs assignés à cette journée, placée cette année sous le thème « Quand un couple peut planifier ses naissances, il peut planifier sa vie », susciter une large mobilisation des uns et des autres autour de la contraception afin de créer les conditions d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant
et partant permettre à ces couches vulnérables de la société de contribuer de manière plus active à la vie socio-économique du pays, mais aussi et surtout de réduire le niveau de pauvreté. Ainsi donc, dans le cadre de la célébration de cette journée, il sera organisé durant toute la semaine des journées portes ouvertes sur la contraception dans toutes les formations sanitaires, les centres amis des jeunes et dans les FADA. De même, des informations pertinentes sur la contraception seront données à la population et l'administration de la contraception sera intégrée à toutes les activités des formations sanitaires. L'occasion pour le gouverneur de la région de Difa, dans son discours de célébration de cette journée, de brosser de prime abord la situation des femmes en âge de procréer au Niger, avant d'ajouter que, malgré les efforts consentis par l'État et ses partenaires, les indicateurs de la santé de la reproduction peinent encore à décoller, particulièrement dans la région de Difa, où la situation n'est guère reluisante. À cet effet, le cas de notre région reste illustratif, car selon l'enquête démographique IPSN MIC 2012, le taux d'utilisation de la planification familiale est de 12,1%, le taux d'accouchement assisté par un personnel qualifié 32%, le taux d'utilisation de la consultation prénatale 57,3%. Dans ces conditions, il est indéniable que la mortalité maternelle résultant des complications de la grossesse ou des suites de l'accouchement demeure très élevée. Cette situation démontre l'ampleur du travail à fournir pour amener notre population à utiliser efficacement les services de la santé de reproduction, car il est scientifiquement démontré que le planning familial permet de prévenir au moins 25% des décès maternels en appelant aux femmes comment éviter des grossesses non désirées et des avortements dangereux, se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. La consultation prénatale et l'accouchement assisté par un personnel qualifié permettent de prévenir au moins 65% des décès maternels dus aux hémorragies, aux infections et aux crises d'éclampsie. En effet, a-t-il fait remarquer, un espacement judicieux des naissances permet non seulement de sauvegarder la santé de la mère, mais aussi d'améliorer les chances de survie des enfants. Bref, il contribue de manière significative à améliorer la santé maternelle et infantile, objectif majeur des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a dit Soumana Yacouba Gao, avant de rappeler à l'assistance que la contraception est gratuite dans les formations sanitaires grâce aux efforts du gouvernement et de son partenaire, le Fonds des Nations Unies pour la population. Lancement hier à Chimia, dans la commune urbaine de Keita, des activités de la caravane de sensibilisation sur les causes et conséquences et prévention de la malnutrition et la promotion des pratiques familiales essentielles organisées par l'ACF Keita dans le département. C'est le préfet du département de Keita qui a présidé la cérémonie. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux. Plusieurs allocutions ont marqué le lancement des activités de cette caravane de sensibilisation sur les causes, conséquences et prévention de la malnutrition et de la promotion des 8 pratiques familiales essentielles. Après l'animation de la troupe Marmaro de Tawa, le maire de la commune urbaine de Keita et le représentant du chef de canton ont remercié l'ONG ACF pour toutes les actions multiples et multiformes réalisées au profit de leurs administrés. Le RT Nutrition, Dr Soumana Oumarou ACF, a indiqué que le volet santé et nutrition, en dehors de ses activités quotidiennes d'information, de sensibilisation, menées dans les différents villages par leurs agents, formateurs, mobilisateurs, animateurs et superviseurs, les relais communautaires mis en place font recours à la production, à la diffusion des messages radio, mais également au spectacle théâtral organisé lors des caravanes d'animation et de sensibilisation comme cela, qui sillonnera 13 villages de la commune urbaine de Keita et Tamaské, a-t-il ajouté. Procédant au lancement, le préfet du département de Keita, Amadou Kane, a indiqué que c'est dans les soucis de combattre l'insécurité alimentaire et la malnutrition au Niger que les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, ont mis en œuvre le programme 3e, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Amadou Kane a invité tous les partenaires au développement de participer à la hauteur de leurs moyens aux efforts nationaux afin d'alléger l'impact de la vulnérabilité sur les ménages nigériens en général et ceux du département de Keita en particulier, avant de remettre des prix d'encouragement aux femmes qui ont pratiqué l'allaitement exclusif.
Il faut noter qu'auparavant, le préfet du département de Keta, Amadou Kane, accompagné d'une forte délégation de chefs de services techniques de son département, a effectué une visite sur le site de terre récupéré par l'ACF et mis en valeur dans les villages de Inchimiya et Morey pour constater les résultats. Ces champs que vous voyez, ça fait 30 ans qu'on ne les a pas labourés pour cause de mauvais rendements. Et en ces temps, nous ne connaissons pas ces nouvelles pratiques, particulièrement le demi-lune. Il a fallu que ACF vienne nous montrer comment les faire dans nos champs et nous payer. Aujourd'hui, nous sommes très fiers du rendement et nous remercions ACF. Le directeur départemental de l'agriculture a quant à lui fait la part des choses des résultats obtenus des terres récupérées aux champs ordinaires. Nous avons un certain nombre d'hectares qui ont été réalisés ici, où le choix des cultures a été présenté sur le sorgho. Nous voulons voir la comparaison du point de vue production par rapport au site ordinaire. Si vous regardez autour de nous ici, vous voyez comment le sorgho a donné. Mais si vous regardez dans le champ ordinaire, ça compte tenu de l'insuffisance de pluie cette année, la production n'a pas été meilleure. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut poser le carré de rendement au niveau de ces productions-là. Vous allez peser le carré de rendement, vous allez faire la comparaison par rapport au champ ordinaire. Maintenant, si toutefois la production est meilleure dans le carré de rendement au niveau de 2000, c'est l'option que le paysan va adopter. Mais au niveau des champs ordinaires, maintenant vous voyez de vous-même, le sorgho et le mil ne sont pas en maturité quand la pluie a cessé. Mais ici, compte tenu de l'humidité qu'il y a dans les demi-lunes, vous voyez comment l'évolution est en train de continuer. Et même si la pluie s'arrête, le sorgho là sera mieux. Du sport dans cette édition, c'est demain que s'ouvre à Niamey le championnat national d'athlétisme édition 2013. La Fédération nationale d'athlétisme est à pied d'œuvre pour une bonne organisation. Pendant ce temps, certaines délégations sont déjà à Niamey. Mohamed Djingare et Mohamed Soumana pour le résumé. C'est le stade Gérald Seni Kounté qui accueillera à partir du vendredi 4 et ce jusqu'au 6 octobre 2013 le championnat national d'athlétisme. Toutes les régions sont à pied d'œuvre pour participer à cette compétition. Au niveau de la Fédération nigérienne d'athlétisme, toutes les dispositions sont prises pour une participation effective de toutes les régions du pays. Pour le moment, il y a Zender qui est sur place. On attend incessamment aujourd'hui toutes les délégations. Il y a DIFA, d'après nos dernières informations, qui était à Maradi. Nous venons d'avoir Tawa qui nous a appelé, il décollait vers 14h30, donc il quittait. Dosso est sur le point de partir. On pense que toutes les délégations vont être là ce soir ou plus tard demain matin. Plusieurs disciplines sont retenues en dames et en hommes. C'est pourquoi les athlètes s'adonnent depuis quelques semaines à un entraînement intensif. Sur le plan technique, nous avons le 100 mètres en garçons et en filles, le 200 en garçons et en filles, le 400 en garçons et en filles, le 800 en garçons et en filles, le 1500 en garçons et en filles. Là, au niveau de ces disciplines, nous aurons 2 concurrents par région et par discipline. À partir du 5000, il y a 5000 chez les garçons et 3000 chez les filles et 10 000 chez les garçons. Et nous avons dans les concours, nous avons la longueur, nous avons le lancer de poids et le saut en hauteur. La délégation de Zender est déjà sur place, hébergée au stade Gérald Seni Kounté. Malgré quelques difficultés, la Ligue de Zender aspire à remporter des médailles dans toutes les disciplines. Nous sommes nombre de 37. Nous avons 3 filles. Et on a eu 17 hommes, bon, plus nos encadreurs et nous, les membres de la bureau, nous sommes de 37 personnes. Nous avons des problèmes, mais ce n'est pas un grand problème, c'est un petit problème. Bon, Inch'Allah, on va régler ça avec la fédération. Nous sommes venus en forme. Inch'Allah, nous souhaitons que nous prenions des médailles dans chaque discipline, Inch'Allah. Toutes les délégations sont attendues à Niamey ce jeudi 3 octobre et la cérémonie officielle d'ouverture placée sous le haut parrainage du ministre de la Jeunesse et des Sports est prévue au stade Gérald Seni Kounté le vendredi 4 octobre.
De l'athlétisme au football, l'international nigérien Kofi Dankowa a signé pour 2 ans à Bidvest, un club sud-africain pour 109 millions de francs CFA. Quelques jours seulement après sa signature, Kofi est titulaire dans la défense de son nouveau club. Karim Lassina Konaté fait aussi la fierté de notre foot au FC Metz en France. D'autres précisions avec Jibril Namalka. Ex-sociétaire du Sahel Sporting Club de Niamey, Kofi Dankowa a, après avoir fait le beau jour des Verts Jaunes du nouveau marché, au-delà de l'équipe nationale, le MENA, connu le monde du professionnalisme à Espérance de Zarzis de Tunis, où il a fait 3 saisons. Des saisons bien remplies qui ont contribué à renforcer l'apport précieux de Kofi au sein du MENA. Mieux, aujourd'hui, Kofi Dankowa vient de signer pour 2 saisons en Afrique du Sud à Bidvest. 2 saisons pour un transfert de 109 millions de francs CFA à travers son recruteur Issouf Idrissa, alias Denis, lui-même ancien footballeur qui contribue à sa manière au développement de notre football. Faut-il le rappeler, Denis a beaucoup fait pour le football nigérien et ne compte pas s'arrêter là. Il est aussi souvent sollicité par d'autres étrangers à l'image du Sénégalais Issa Sarr. Bref, il est important de reconnaître les qualités de la nouvelle recrue Kofi Dankowa qui, lors de son match test, a charmé et a su convaincre les dirigeants de Bidvest, ce club sud-africain qui était classé 4e la saison écoulée. Aujourd'hui, il est le chouchou des Cleaver Boys car, titulaire indiscutable, Kofi a déclassé Mafiou Bouf en arrière-plan avec à son compteur plus de 40 sélections au sein des Bafana Bafana. Dans un entretien, Dankowa nous a confirmé le sérieux avec lequel il compte mener cette nouvelle aventure en terre sud-africaine et aussi la détermination à servir le MENA, un engagement qui n'a jamais fait défaut de sa part. Tout comme Kofi Dankowa, l'ancien Karim Konaté, le milieu défensif nigérien qui évolue au sein de FC Metz, un club de 2e division français, parvient aussi à s'imposer comme titulaire. Quand tu es un joueur, il faut être toujours polyvalent, c'est bien. Dans un groupe, s'il y a un polyvalent, c'est bien. Ça donne la facilité au coach de choisir comment utiliser les joueurs. Bon, moi je joue en équipe nationale et à mon club. Je joue demi-6 milieu récupérateur et je joue défenseur central et arrière gauche. Donc vraiment je suis un joueur polyvalent et je peux m'adapter à tous les postes qu'on me met. On sent beaucoup de motivation de ta part, Karim. C'est comme un rêve pour moi parce que je rêvais toujours de jouer en Europe et de voir des stades pleins comme ça. Et vraiment ça m'a fait plaisir aussi encore, ça m'a donné envie de motivation et de travailler encore plus. D'autres joueurs auront également la chance de faire la fierté de notre football à l'extérieur. Voilà, c'est sur cette note footballistique que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Télésal. Au revoir.